Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cet atelier webinaire intitulé Éthique et équité et diversité en inclusion en intelligence numérique offert par Ivado aujourd'hui. Mon nom est Alexandre Gartin-Pasquier, je suis le coordonnateur aux activités étudiantes et scientifiques chez Ivado et cette activité est organisée dans le cadre du programme d'activités de formation et de webinaire destiné aux étudiants et la communauté en intelligence numérique. Chez Ivado et ses partenaires. Vous voyez directement à l'écran les liens vers nos services à la communauté étudiante et nos prochains événements. Donc, on vous invite à nous joindre pour la suite de la programmation après l'événement d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu des services aux étudiants, des opportunités pour notre communauté étudiante avant de pouvoir passer à l'action aujourd'hui avec nos invités, donc Marie-Lou Dauzier et Karl Morsch. L'accompagnement étudiant chez Ivado, qu'est-ce que ça comprend? C'est axé sur 3 objectifs donc particuliers que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, soutenir le développement et la valorisation de la recherche produite par les étudiants en intelligence numérique. Donc, ça passe par différents programmes de bourse, différents événements, dont le prochain aura lieu le 15 avril prochain, intitulé « Mon projet de recherche Ivado en 180 secondes », donc un événement de réseautage, mais aussi de présentation de projets auxquels vous êtes tous et toutes invités. Soutenir le développement professionnel d'étudiants et de la communauté en intelligence numérique. Ça comprend l'atelier d'aujourd'hui, donc des activités, des ateliers qui sont axés sur le développement de compétences transversales, dont le DI et l'éthique en intelligence artificielle, comme le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, mais aussi des activités basées sur des parcours professionnels, donc d'initiation au parcours, par exemple, pour donner des outils à notre communauté étudiante sur comment devenir professeur d'université ou comment partir une start-up, travailler dans le secteur public en intelligence numérique, ce genre de choses. Et finalement, développer et soutenir une communauté étudiante qui soit le plus dynamique, inclusive et multidisciplinaire en intelligence numérique. Pour ce faire, je veux simplement vous présenter ici les prochains événements qui auront lieu dans notre programmation. La semaine prochaine, un atelier en collaboration avec l'ACFAS sur les bases de la visualisation. Donc, en collaboration avec Antoine Bélan, qui travaille en collaboration avec Le Devoir, et Caroline Labelle, qui est étudiante au doctorat au programme de bioinformatique. Le 3e café scientifique qui aura lieu le 12 avril prochain, donc présentation de laboratoire soutenu par Ivado. Donc, ça va être sur un laboratoire en théorie des jeux avec Margarita Carvado qui va vous présenter ses projets de recherche le 12 avril prochain. Et finalement, donc je vous invite en grand nombre à y participer, mon projet de recherche Ivado en 180 secondes, qui aura lieu le 15 avril prochain. Donc, vous pouvez soit présenter vos projets de recherche si vous êtes étudiant et étudiante, ou assister tout simplement à l'événement en tant que participant. Sachez aussi que le 29 mars prochain, on aura un atelier préparatif pour cet événement-là. Donc, si ça vous intéresse, que vous pressentiez ou non pendant l'événement, vous pouvez assister à cet atelier-là de formation donc pour vous aider à mieux présenter vos recherches dans un temps qui soit le plus court possible. Donc, un bel atelier de vulgarisation présenté par Sophie Malavoie, qui est actuellement directrice au cœur des sciences de l'UQAM. Donc, si vous voulez continuer la discussion, je vous invite à vous joindre à notre groupe Facebook Communauté étudiante Ivado sur Facebook ou consulter, me contacter directement ou contacter notre comité intersectoriel étudiant qui aide à faire le pont justement de la consultation auprès de nos membres pour développer des nouvelles activités, des nouveaux services. Donc, je vous ai mis l'adresse courriel directement sur la slide ici, comité-étudiant@ivado.ca. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup et je passe la parole à ma collègue Marie-Lou Dauzier pour la suite des choses. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, bonjour. Good morning, bienvenue à toutes et à tous à l'atelier éthique, équité, diversité et inclusion en intelligence numérique.
Mon nom, c'est Marie-Lou Daudier. Je suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado. J'utilise le pronom elle. J'apparais à l'écran devant deux portes vitrées. J'ai un veston noir, j'ai les cheveux attachés. On peut voir à l'écran mon collègue Alexandre qui vient de parler. On peut voir aussi Carl qui va co-animer avec moi aujourd'hui. On peut voir le PowerPoint à l'écran aussi et puis on peut voir dans différents carrés les noms de différents participants et participantes à l'atelier d'aujourd'hui. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi je me suis présentée comme ça? Ben, en vous partageant le pronom que je préfère utiliser. Ça se fait de plus en plus dans les événements inclusifs parce que c'est une façon de reconnaître que notre apparence physique ne détermine pas nécessairement le genre auquel on s'identifie. Et aussi d'offrir une description visuelle. Ça fait en sorte que s'il y a des personnes atteintes de cécité qui ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe à l'écran, on offre une expérience un peu plus inclusive. Donc, aussi dans ce sens-là, si jamais vous voulez adopter cette pratique-là, quand il y a des PowerPoint puis il y a des images que vous voulez expliquer aussi, c'est une façon vraiment d'être plus inclusive et inclusif dans nos événements. Donc, j'ai parlé de quelques principes d'inclusion, mais maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin, je ferai un petit sondage pour savoir si vous êtes uniquement francophone ou si vous êtes bilingue. Comme ça va nous aider à savoir comment animer l'événement d'aujourd'hui parce que à Ivado, on touche une grande communauté, donc des fois, il faut animer nos événements de manière bilingue. So what I'm going to do right now, I'm going to do a little survey to see if you're only English speaking or if you are bilingual. So that's going to help us to know how to facilitate the event. So I'm going to launch the poll now. Parfait. Donc, je vois que c'est soit bilingue ou soit des personnes qui parlent uniquement le français. Donc, on va continuer notre atelier en français. Mais si jamais ça vous arrive puis vous voulez adopter cette pratique-là, vous voyez qu'il y a des personnes qui parlent uniquement anglais, uniquement français. Qu'est-ce qu'on fait? On répète pas tout en français puis tout en anglais, sinon ça devient très lourd et très long. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à faire comme pratique inclusive? C'est d'avoir vos diapositives dans les deux langues puis d'alterner d'une langue à l'autre. Et là, pour terminer, nos principes d'inclusion, j'aimerais terminer en vous lisant une reconnaissance territoriale. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître que Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka sur les... Désolée, je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors ça aussi, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus dans les événements inclusifs, d'avoir des reconnaissances territoriales. Mais je vous invite à aller un petit peu au-delà de ça. Quand vous entendez des reconnaissances territoriales, de vraiment la mettre en perspective avec l'événement auquel vous assistez. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va parler de toute la question d'éthique, équité, diversité, inclusion en intelligence numérique. Donc, c'est quoi la place des personnes autochtones dans toute cette conversation-là? Donc, maintenant que je me suis présentée, qu'on a été à travers quelques principes d'inclusion, maintenant, on va faire une activité brise-glace à deux portions. Donc, la première, on veut savoir vous êtes qui. Donc, je vais vous lancer un autre sondage sur le Zoom. Donc, le sondage, ça va être pour savoir si vous êtes étudiant, étudiante, si vous êtes un professionnel en intelligence numérique ou si vous êtes curieux, curieuse, si vous êtes dans la catégorie haute. Donc, je lance le sondage tout de suite.
Super. Alors, je vois qu'il y a une bonne répartition, donc 45% des professionnels, il y a 10% d'étudiants et étudiantes et il y a 45% de curieux et curieuses. Donc, ça varie toujours d'un atelier à l'autre. C'est intéressant pour nous d'avoir cette information-là. Puis, dans le fond, pour continuer à vous présenter, je vous demanderais dans le chat de nous donner des informations aussi sur, en fait, vous introduire sur votre domaine d'études ou de travail, puis qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'éthique et le DI. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à ces questions-là dans le chat. Je ne suis pas capable de voir les réponses dans le chat pour une raison obscure. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux me partager s'il y a des réponses dans le chat, s'il te plaît? J'ai moi-même un peu de difficulté. Oui, j'arrive pour cliquer, puis ça n'ouvre pas le chat de mon côté. J'ai une personne qui a répondu « Je suis chercheur en mathématiques appliquées ». Esli, bonjour, clinicien-chercheur en santé digitale. Enchantée. J'ai Gilles Fayad, responsable d'initiative pour la démocratisation et l'accès à l'IA, donc dans les pays émergents et cités intelligentes. Intéressant. Enchantée, Gilles. Jacinthe Pilette, domaine d'études en physique et sa réponse sur l'éthique et l'EDI. Qu'est-ce que ça lui évoque? C'est se questionner sur nos pratiques de recherche et notre milieu de travail. Est-ce un milieu inclusif? Comment le rendre plus inclusif et diversifié? Très intéressant. Et on vous invite à continuer à vous présenter dans le chat, mais avec ces réponses-là, on espère que on va pouvoir répondre à vos attentes avec vos différents domaines. Nos objectifs pour aujourd'hui, c'est de comprendre les principes de base de l'éthique et de l'EDI en intelligence numérique. Aussi, de comprendre les liens et les distinctions entre l'éthique et l'EDI. Puis aussi de développer des réflexes d'analyse puis de prise de décision pour créer des milieux plus inclusifs et équitables. Dans le fond, toutes ces phrases-là, pour vous dire que notre intention à Carl et moi, c'est vraiment de faire en sorte que vous sachiez que la question d'éthique et de DI, c'est transversal. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou une experte de la question pour jouer un rôle dans toute cette question-là. Vraiment, peu importe votre rôle dans la chaîne de valeur, que vous soyez aux études, que vous soyez en industrie, que vous soyez au niveau de la collecte de données, que vous soyez au niveau de l'analyse de données, l'expérience usagée, vous avez vraiment la possibilité de mener des grandes ou des petites actions dans vos milieux. Donc, c'est vraiment l'intention de la séance d'aujourd'hui. Donc, pour vous donner le goût de faire partie de la création d'un monde plus inclusif et équitable, le plan de match pour aujourd'hui, c'est de premièrement parler des liens entre l'éthique et le DI. Ensuite de ça, on va avoir un bloc sur l'éthique qui va être présenté par Carl. Et la présentation va être environ 25-30 minutes pour Carl, mais tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Je vais les compiler dans le chat, puis je vais lui envoyer à la toute fin de sa présentation pour qu'on puisse avoir un petit 5 minutes pour répondre aux questions sur l'éthique. Ensuite de ça, il va avoir un bloc 2 sur l'équité, la diversité et l'inclusion en intelligence numérique. On va dire EDI pour faire plus court pour la séance d'aujourd'hui. Et dans le fond, ça va être la même chose. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ma présentation, puis je vais y répondre à la toute fin.
on va prendre une petite pause, puis après la pause, on va passer en mode un peu réseautage. On aurait pu vous donner une activité un peu plus complexe, mais on sait qu'en éthique et en EDI, ben, l'union fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin, comme on dit. Puis là, ça va être l'opportunité de vous rencontrer, de savoir qui est intéressé à l'EDI, à l'éthique dans différents milieux en intelligence numérique. Donc, on va simplement vous inviter après la pause à vous présenter, à voir qu'est-ce que vous pouvez appliquer dans vos milieux, qu'est-ce qui serait plus difficile dans qu'est-ce qu'on a présenté, puis dans le fond, comment vous pouvez peut-être vous entraider là-dedans. Si les conversations ne sont pas trop enflammées, on fera un mot de la fin, mais on verra en temps et lieu. Donc, par rapport aux liens et distinctions entre l'éthique et le DI, ben, je commencerai par vous parler des liens. En fait, on voit souvent lorsqu'on parle d'intelligence numérique, que l'éthique et l'EDI sont présentés ensemble. Ça va main dans la main, c'est complémentaire les deux domaines parce que premièrement, il y a toute la question de la réflexion morale autour de l'éthique et de l'EDI. Donc, dans l'éthique, c'est vraiment un domaine qui va nous amener à réfléchir sur comment les valeurs vont motiver, vont orienter nos actions. Donc, nécessairement, ça va nous amener à avoir un jugement moral. Donc, on va se poser des questions sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est juste. Puis, par rapport à l'équité, la diversité et l'inclusion, dans les définitions que je vais vous présenter, ça ne va pas être dit de manière explicite, mais nécessairement, si on veut créer des lieux plus inclusifs, il faut avoir ce jugement moral qui va motiver nos actions dans le processus. Et nécessairement, ça veut dire qu'il va y avoir des enjeux qui s'entrecoupent. Je vais vous donner un exemple comme ça pour vraiment imager. Disons qu'on est en train de travailler sur le développement d'une application ensemble et là, on se rend compte que l'application est non accessible pour les personnes non-voyantes. Alors, là, l'éthique va nous amener à nous poser des questions. Ben, est-ce que mon application, elle est bien si elle n'est pas accessible à tout le monde? Est-ce que c'est juste? Tandis que l'équité, la diversité et l'inclusion, le DI, va vous amener à vous poser des questions sur où sont les personnes issues de la diversité autour du développement de l'application. Est-ce qu'il y en a eu au niveau de la conception? Est-ce qu'il y en a eu au niveau du testing? Est-ce qu'il y en a dans l'expérience usagée? Et aussi vous poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour inclure les personnes non-voyantes dans le processus, dans le développement de l'application et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire en sorte qu'on parte du point de départ des personnes non-voyantes pour faciliter leur inclusion dans le processus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment jumeler la question éthique et EDI parce qu'on va arriver à se poser des questions complémentaires pour vraiment créer des solutions qui vont répondre vraiment mieux aux besoins de la société. Puis, je vais passer la parole à Carl qui va nous parler de quelques nuances ou distinctions. Alors, merci Marie-Lou. La première, c'est comme l'a dit un peu Marie-Lou à l'instant, pour les nuances, souvent quand on parle d'équité, diversité et d'inclusion, on peut penser à des actions concrètes, on peut penser à des choses qui peuvent être faites, tandis que souvent l'éthique peut se situer à différents niveaux, mais peut généralement être à un niveau d'abstraction assez élevé et poser des questions en effet autour des questions fondamentales de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de ce fait-là, n'apporte pas des réponses hyper concrètes et ne permet pas non plus toujours aussi de savoir s'orienter dans un contexte de pratique ou dans un milieu appliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a le domaine de l'éthique appliquée, cependant, qui peut, et les cadres déontologiques que beaucoup de disciplines et de métiers ont. Mais pour autant, on peut dire de façon générale que l'EDI a une vocation d'accompagner les pratiques, d'aider aussi à pouvoir transformer un petit peu les organisations, à l'intérieur aussi les comportements dans une certaine direction. Mais donc la différence, on peut la mettre à ce niveau-là. Je vais vous partager maintenant un petit peu, pour l'étape d'après, qu'est-ce qu'on appellerait ainsi l'EDI et le lien qu'on peut faire avec l'éthique de l'IA et les données. On a décidé de vous présenter les deux ensemble dans un package parce que
on pense que aborder les questions d'éthique de l'IA, c'est aussi aborder les questions d'équité, de diversité et d'inclusion pour beaucoup de raisons. Déjà parce que beaucoup d'enjeux se recoupent, que ensuite, quand on travaille de façon très ciblée et limitée uniquement sur « je vais travailler que sur l'éthique, mais je vais mettre de côté tout ce qui est diversité, inclusion », il y a de fortes chances pour qu'on ait des points aveugles et qu'on laisse de côté certaines choses. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les deux domaines et vous montrer aussi les recoupements, puis peut-être dans la partie après de réseautage, qu'on puisse discuter aussi des points convergents que vous voyez. Je vais vous présenter maintenant un peu qu'est-ce que c'est l'éthique de l'IA et des données de façon aussi concise que possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi bien pour Marie-Lou que pour moi à les poser directement dans l'espace de clavardage. Et Marie-Lou et Alexandre, n'hésitez pas à me les relayer si vous envoyez. Je n'ai pas le chat devant moi. Donc, la première question peut-être, et vous pouvez y répondre dans le clavardage, c'est qui a déjà suivi une formation sur l'éthique de la recherche et qui a déjà lu une déclaration des principes en éthique de l'IA? Donc, on va commencer par la première question, c'est qui a déjà suivi une formation sur l'éthique de la recherche? C'est-à-dire les cours ou un enseignement de qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire pour ceux qui sont plus du côté recherche. On a un public varié aujourd'hui, mais j'étais curieux d'en savoir un peu plus. Sinon, vous pouvez aussi faire un package avec le deuxième. Qui a déjà lu une déclaration de principe en éthique de l'intelligence artificielle? Alors, à Montréal, on a eu la déclaration de Montréal, par exemple. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu passer. Dans les milieux en intelligence numérique, c'est quelque chose qui a pu circuler. D'accord, donc je vois Gilles, +1, Nathalie, la déclaration de Montréal. Oui pour la déclaration de principe. Ok. Parfait. Donc, je vous posais la question de l'éthique de la recherche parce que pour le cadre d'Ivado et de la formation, on avait dans un de nos publics cibles principaux aussi les chercheurs, mais on a essayé d'étendre un petit peu. Et souvent, l'éthique de la recherche, c'est pour les chercheurs le premier un peu contact avec qu'est-ce que c'est l'éthique. Mais si vous êtes dans d'autres domaines, vous connaissez peut-être les codes de conduite, les codes de bonne pratique, et ça n'est pas nécessairement que dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend souvent qu'il y a des règles qu'on devrait suivre pour agir de façon correcte, en fonction de certains contextes, en fonction de certaines règles, ou en fonction de populations avec qui on veut travailler, ou en fonction d'outils qu'on veut utiliser. La question ici, c'est avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des règles spécifiques qu'on devrait se poser? La première question qu'on doit se poser, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Et pourquoi ça pourrait nous aider à répondre à cette question? L'éthique, c'est un mot commun qui réfère généralement à l'ensemble des valeurs autour desquelles des groupes d'individus se rassemblent. C'est traditionnellement un courant de la philosophie qui essaie d'identifier les valeurs et les principes qui organisent notre vie en société. Traditionnellement, l'éthique, ça permet de répondre à la question qu'est-ce qu'on devrait faire en allant au-delà des considérations individuelles pour aller vers des considérations plus universelles. Donc la première question pour vous, peut-être que le mot éthique, vous êtes moins familier avec, mais peut-être que le mot moral vient aussi. Alors ici, on peut tout de suite dire que morale et éthique, dans un grand nombre de contextes, n'ont pas de différence fondamentale. Il y a évidemment des études spécifiques ou des gens qui ont réfléchi sur la question de la morale comme un champ à part, mais en anglais en particulier, morale et éthique peuvent se rejoindre beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on dit morale ou éthique, c'est très large. Et en fait, ça amène à se poser des questions dans beaucoup de disciplines. L'économie, la sociologie, la biologie, la politique. En fait, chaque champ et chaque domaine a aussi ses propres questions. Et pour répondre à des questions de société très larges, il faut parfois plus qu'une discipline. En fait, pour quelqu'un qui a été très important pour définir qu'est-ce que c'est l'éthique, qui s'appelle Singer, il disait « L'éthique, ça intègre les questions fondamentales de la prise de décision pratique, la nature de la valeur ultime et les normes selon lesquelles les actions humaines peuvent être jugées bonnes ou mauvaises. » Donc on voit que le programme un peu de l'éthique, c'est de répondre à des questions très larges. Il y a d'autres définitions que je vous ai mis et qui seront accessibles dans la présentation et qui sont plus dans le contexte québécois et canadien et que je vous présente ici.
mais je vais passer assez rapidement dessus par respect du temps, mais vous y aurez accès dans la présentation. C'est pour dire que chaque contexte et chaque culture et chaque gouvernement, en l'occurrence, c'est aussi doté de sa propre définition. Et vous pouvez voir ici que la définition, par exemple, du Québec, la Commission éthique, sciences et technologies, dit que c'est une réflexion argumentée en vue du bien agir. Ça propose de s'interroger sur les valeurs morales et les principes qui devraient orienter nos actions dans différentes situations et dans le but d'agir conformément à ceci. Et quand vous entendez le mot éthique, il y a peut-être plusieurs mots qui vous viennent en tête. Alors, je vous demande dans le chat si vous pouvez bien dire le premier mot ou les mots qui vous viennent en tête quand vous entendez parler d'éthique. Équité de Marilène, merci. Tension. Tension, c'est en effet un des enjeux qu'on va revoir assez souvent, un des concepts. Contrat, entente, merci. Ce qui est intéressant déjà avec justice, merci. Donc, on peut déjà dire, c'est qu'on voit que pour ce qu'on entend derrière éthique, ça peut aller de concepts très larges comme la justice à aussi des questions de peut-être problème ou résolution. Il y a une tension, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut essayer de l'adresser? Bon comportement, c'est aussi la notion peut-être, c'est ça, de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme on se l'est dit, le programme et l'intention de l'éthique au sens large peut vraiment nous amener très loin. Et ici, la question, c'est aussi se demander où est-ce que ça s'arrête? Alors, je vous ai mis ici, mais je vais passer très rapidement. On voit que l'éthique, ça va de la réflexion très très large sur les concepts de bien et de mal comme les métaéthiques à des choses beaucoup plus appliquées. Ça intègre l'éthique des affaires, l'éthique sociale, l'éthique des technologies et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je vous mentionne tout ça et pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit passage sur l'éthique? C'est que pour bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par éthique de l'IA, il était important de se dire que le but de l'éthique au sens large, c'est de répondre à des questions fondamentales que l'intelligence artificielle va peut-être soulever. Mais comme on peut le voir ici sur ce schéma, ça peut être aussi sur certaines applications de l'éthique et champs de l'éthique de répondre à des questions de qu'est-ce qui est bien ou mal en fonction de certaines technologies, en fonction de certains usages dans certains contextes. La première nuance que j'aimerais poser tout de suite, c'est, vous l'avez peut-être souvent entendu, c'est ce qui est éthique égale ce qui est légal. Et c'est une confusion qui est assez fréquente. Et donc, par exemple, si vous avez des projets en intelligence numérique ou simplement technologique, on l'a souvent entendu avec la vie privée. Toutes ces dernières années, en dépit des scandales, c'était mon projet est en conformité légale, alors il est automatique, il est éthique automatiquement. Or, on sait qu'on a entendu de très grandes sociétés, pour ne pas les nommer technologiques, utiliser ces arguments en disant j'opère dans un cadre légal, on respecte tout, mais la loi ne couvre pas tout. Et il pouvait y avoir une certaine forme d'inconfort, voire de rejet dans la population par rapport à certaines pratiques d'utilisation de données, de collecte de données, de non-respect de la vie privée, qui, dans le cadre légal, fonctionnaient parce que la loi n'allait pas jusque dans le détail et n'avait pas suivi nécessairement l'intégralité des développements technologiques. Et on pouvait dire, dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une tension, justement, comme le mot avait été prononcé. Un exemple classique qui est donné, c'est de dire, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, les gens qui ont fait de la résistance, c'était éthique, mais ce n'était pas du tout légal. Ou, par exemple, certains points de vue vont dire Wikileaks, par exemple, donc cette structure qui donne accès à des informations parfois recueillies de façon illégale, pour certaines personnes, c'est éthique parce que ça nous informe sur des choses qui se passent au niveau politique, au niveau large. Je vais passer là-dessus, mais au moins, je voudrais que vous gardiez en tête l'idée que, notamment avec le développement législatif très important comme en Europe avec la réglementation de protection des données, plus ces champs législatifs vont loin, plus on va entendre « je suis dans le respect de la loi, donc je suis éthique ». Or, l'éthique, ça a un autre rôle.
La loi, ça dicte les règles du jeu, mais ça comble pas tout. Ça ne dit pas les vides de normes, ça ne dit pas les zones grises, ça ne dit pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal nécessairement. Et en plus, être dans une logique de conformité, ça ne veut pas forcément dire qu'on répond à la question du bien fondé de nos actions. Il n'y a pas d'engagement moral derrière. Ce qui nous implique à dire, en fait, ici, c'est important de parler d'éthique de l'IA, parce que souvent, il faut aller au-delà du simple discours de « est-ce que je respecte mes engagements légaux ?» Et on sait que si on revoit le schéma ici, comme vous pouvez le voir sur le petit post-it, ce que la loi couvre et ce que l'éthique couvre n'est pas toujours absolument identique. Et donc, il est important d'avoir un peu tous les outils et les deux faces de la même pièce pour être en mesure de bien comprendre toutes les implications d'un projet. Maintenant, arrivons enfin au cœur de notre présentation, un peu pour aujourd'hui, c'est de dire, alors qu'est-ce que c'est l'éthique de l'IA? Vous avez eu l'occasion de voir à l'instant que l'éthique comprend plusieurs champs qui sont appliqués ou qui sont plus spécifiques, et c'est l'éthique des technologies en particulier. Vous le savez, les données et l'IA ouvrent des possibilités très importantes et on a tous beaucoup d'espoir, et le Québec en particulier a beaucoup misé sur l'intelligence artificielle, même comme un secteur économique et industriel important pour le développement du Québec. Quand on regarde un peu c'est quoi les raisons qui font que l'IA pourrait être considérée comme un outil pour l'avenir, on voit que l'IA est souvent dit comme un moyen d'augmenter les capacités actuelles des humains, de remplacer l'humain dans certaines tâches, d'augmenter les capacités d'une société à répondre à des défis qui soient environnementaux, économiques, et ainsi de suite. Pourtant, vous avez tous souvent entendu, peut-être dans les nouvelles récentes, que l'IA peut parfois aussi être associée à des scandales récurrents. Parmi les scandales récurrents, on peut en nommer plusieurs. Alors, je vous laisse peut-être un moment. Est-ce que vous auriez un exemple de scandale ou de problème lié à l'intelligence artificielle récent dont vous auriez entendu parler? Donc, je vous laisse ça 1 minute pour voilà, deepfake qui attaque les femmes. Merci beaucoup, Milly. En effet, la question des deepfakes et donc cette capacité de système intelligent à pouvoir coller un peu des visages et les animer sur des vidéos ou à remplacer des visages sur des corps dans beaucoup de situations et utilisé aussi dans la pornographie ou dans beaucoup de choses, a pu poser de grosses questions éthiques et de respect. Les modèles prédictifs d'Amazon pour l'embauche qui excluent les femmes, merci beaucoup. L'influence des choix électoraux, tout à fait. La programmation qui est biaisée et impacte les communautés culturelles et ou discriminées. Donc là, voilà, je pense que si on prend juste 7 minutes pour le faire, il suffit ensuite de tirer le fil et on se rend compte qu'on a une mémoire assez courte parce que ces exemples-là sont récents, mais si on tire, on en a encore d'il y a 5 ans, 10 ans, et ces exemples se sont accumulés et parfois, on voit qu'il y a une tendance un peu à la répétition. Et cette répétition vient peut-être du fait que les enjeux éthiques ne sont pas toujours identifiés par la communauté de développeurs et de développeurs en IA au sens très large. L'IA comme champ académique, ça date des années 50, en gros, et on voit que les questionnements éthiques ont commencé dès les années 60. L'éthique de l'IA, en fait, ça fait écho à une question fondamentale, c'est est-ce que si c'est techniquement possible, est-ce qu'on doit le faire? Et l'exemple du deepfake qui a été donné était aussi un très bon exemple. Est-ce que c'est parce que c'est possible qu'on doit l'autoriser ou le permettre? Il y a Martin Gibert qui est notamment membre d'Ivado et qui est philosophe et spécialiste en éthique de l'IA qui disait « L'éthique appliquée à l'intelligence artificielle est le domaine de l'éthique qui se demande ce qui est bon, juste ou vertueux dans la mise en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle. » Je vous donne un exemple récent de scandale, c'est celui de la reconnaissance faciale dans la rue. Je dis scandale parce que de quelque chose qui a été implémenté un peu automatiquement dans des villes et dans un certain nombre d'environnements publics sans nécessairement le consentement des gens, a pu soulever des grandes questions profondes de qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une ville où il y a beaucoup de systèmes intelligents qui peuvent reconnaître nos visages, nous profiler. Et là-dessus, la question de Martin revient beaucoup. Qu'est-ce qui est bon, juste ou vertueux quand on met en œuvre ce genre de système?
qu'est-ce qu'on voit? C'est que maintenant, est-ce qu'il existe des règles communes ou des visions communes de c'est quoi les grands principes qu'on devrait mettre en place ou avoir en tête quand on développe un système intelligent? Il y a environ 80 déclarations qui se sont développées dans toutes les dernières années. Ces déclarations et ces grands principes viennent du secteur public, du secteur privé, des fondations, des associations non gouvernementales. Et en fait, dans les 5 dernières années, avec le développement et l'explosion de l'intelligence artificielle, tout le monde s'est posé la question de, OK, c'est quoi les grands principes qu'on devrait avoir en tête? Et toutes ces grandes déclarations ont tendance à converger autour de grands principes qu'on connaît tous assez bien et qui viennent de notamment la bioéthique et de grandes déclarations, notamment du secteur médical, qu'on connaît et parce qu'elles règlent beaucoup de choses déjà dans le secteur de la santé. C'est le concept de la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il faudrait que ces systèmes intelligents contribuent au bien-être. C'est le principe aussi de la non-malfaisance, c'est-à-dire que toutes ces déclarations s'entendaient sur dire l'intelligence artificielle ne devrait pas nuire aux personnes. L'autonomie, les systèmes intelligents ne devraient pas aussi nuire à la capacité des individus à prendre des décisions libres et éclairées. Et enfin, la justice. Ici, l'idée, c'est que les systèmes intelligents ne devraient pas aussi contribuer à des inéquités, à des injustices dans la société, ne devraient pas entraîner, par exemple, de discrimination et autres situations condamnables. Maintenant, tout ça, c'est des grands principes généraux, fondamentaux, qui sont très structurants, mais qui ne sont pas non plus spécifiques à l'intelligence artificielle ou du point de vue technique. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres efforts pour regarder, OK, c'est quoi les grands principes sur lesquels, du point de vue technique, on s'entend et qui sont plus spécifiques à l'IA. Et on voit que ces grandes déclarations se sont entendues sur l'idée de dire que le respect de la vie privée, c'était quelque chose de fondamental et qu'il fallait le prendre en compte dans les systèmes intelligents quand on les développe. La transparence, il faut être en mesure aussi de voir qui est derrière, comment ça fonctionne derrière les systèmes intelligents. Autre chose, c'est l'intelligence artificielle et les systèmes qui sont développés devraient rester interprétables. Les décisions qui sont prises ou le mode de fonctionnement pourraient ou devraient être interprétables, explicables. L'autre concept, ça a été celui de la prudence et de la robustesse. La prudence et la robustesse, ça veut dire que les systèmes devraient être développés de façon sécuritaire, être le plus robuste possible et aussi inclure une notion de prudence, c'est-à-dire penser aussi aux conséquences possibles, aux conséquences non souhaitées, anticiper les risques probables. Et la responsabilité, c'est un autre concept très important parce que, vous le savez sûrement, derrière un projet technologique, il n'y a pas une seule personne, il y a souvent beaucoup de gens qui sont impliqués dedans. Et c'est un peu le problème qu'on a appelé le problème des 1000 mains. Le problème des 1000 mains, c'est de dire, derrière un projet en système intelligent ou n'importe quel projet technologique, il y a beaucoup de petites mains et de mains qui se sont affairées et parfois sur un seul point du projet, il y a pu y avoir plusieurs interventions. Qui va être responsable si jamais le système intelligent ou par exemple le robot ou autre finit par entraîner une erreur dramatique? Comment est-ce qu'on remonte la chaîne? Et ici, l'idée que tous ces principes et ces grands cadres ont inspiré, c'était de dire il faut absolument concevoir l'idée et la notion de responsabilité dès la conception, savoir qui va être responsable ou quelle entité va être responsable. Maintenant, pour finir un petit peu tout ça, la question, c'est aussi de se dire que ce soit des principes convergents, c'est bien, mais ce n'est pas parce que ça converge que c'est partout applicable et que tous ces grands principes sont des sortes de lois universelles absolues. Chaque société a ses propres enjeux et visions. Je voyais ici une remarque aussi de Gilles, disant qu'il y avait une différence entre l'IA comme outil permettant un abus éthique et ceux qui amplifient un abus existant. On est absolument d'accord là-dessus et il y a plusieurs types un peu de conséquences et d'utilité que l'éthique peut avoir. Je voulais juste demander à Alexandre et Marie-Lou combien de temps il restait ou si on était arrivé au bout. Il reste 5 minutes. Parfait. Je vous montre ici une évolution future du champ de l'éthique.
on voit que de plus en plus, on pense aussi à l'éthique des machines. Est-ce que les machines vont être en mesure d'avoir un certain degré d'autonomie et en fonction de leur degré d'autonomie, quelles sont un peu les règles qu'on devrait avoir? On en est encore loin sur cette IA générale, c'est-à-dire qui serait complètement autonome, capable de prendre ses propres décisions à tout point de vue, mais on commence, je vous montre au moins que c'est une des questions qui se passe. En vous mentionnant cette fameuse IA qui serait un peu le Big Brother ou le Terminator qui contrôlerait tout l'univers, ici l'idée c'est aussi de se dire, ok, alors à quoi ça sert l'IA et pourquoi vous devriez l'utiliser? Et pour revenir à ce que vous disiez, Gilles, on dit généralement que l'éthique de l'IA peut servir à plusieurs missions. Premièrement, c'est gérer les risques liés à une technologie, c'est gérer les opportunités, mais c'est aussi explorer les questions à venir. Et l'IA, elle permet de répondre à trois types de risques, et c'est là, Gilles, où je pense qu'on va avoir aussi la convergence. C'est ceux qui sont liés à une IA stupide, c'est-à-dire que parfois, les problèmes liés à l'intelligence artificielle viennent de choses assez basiques. Un bug, une collision de voiture autonome, quelque chose qui a peut-être découlé d'une programmation assez basique ou simplement d'un oubli. Ensuite, il y a ceux qui seraient liés à la malveillance. Par exemple, les cyberattaques ou les manipulations de masse. Quelqu'un avait signalé, par exemple, les fraudes électorales ou l'influence électorale. Ça fait partie de ça. Ou ceux liés à une IA trop intelligente. Donc là, c'est les questions un peu comme on l'a vu de Big Brother ou Terminator, qui sont encore loin. Mais aussi, on pourrait rajouter un dernier point qui sont les risques du manque d'éthique. Et les risques du manque d'éthique, c'est le manque de connaissances, le manque d'informations sur les enjeux éthiques, le manque de connaissances sur, par exemple, les biais et les discriminations. Tout ça, quand on commence à développer un projet, par exemple, en ressources humaines, et si on n'a pas conscience qu'un système en intelligence artificielle en ressources humaines peut amplifier et générer encore plus peut-être de discrimination à l'embauche en grossissant et en faisant un effet de loupe sur des problèmes qui sont déjà existants dans la société, c'est peut-être là pour le coup un manque d'éthique et un oubli. Donc ici, je vous ai mis un drapeau de plage. Personnellement, je rêve de pouvoir un jour retourner sur une plage, mais vous avez vu sur les plages les différentes couleurs. Et de façon un peu schématique, l'e-éthique permet de signaler les dangers à venir, mais d'établir un langage commun. Ce drapeau avec les différentes couleurs, on sait instinctivement qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça permet aussi de résoudre des dilemmes et de sensibiliser à des risques potentiels. Il y a deux exemples que je vous donne avant de finir. Le premier, c'est celui de la non-malfaisance. Vous aurez ici, vous verrez dans le document, une citation de la Déclaration de Montréal. Et il est nécessaire de développer des mécanismes qui tiennent compte du potentiel du double usage, de la recherche en IA et du développement des systèmes afin d'en limiter les usages néfastes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le double usage, ça veut dire qu'un système peut parfois être bénéfique, mais peut aussi être utilisé et dévoyé ou détourné pour une utilisation qui peut être négative. Et la non-malfaisance, et cet exemple de la Déclaration de Montréal, montre qu'il faut avoir conscience parfois que quelque chose qu'on pense être fait pour le bien peut être aussi utilisé, entre guillemets, pour le mal. Je vous montre l'exemple de Clearview, qui a été une société qui a aspiré toutes les données, les photos qu'on pouvait trouver sur Google ou sur les réseaux sociaux pour optimiser la reconnaissance de visage et a vendu ensuite à des systèmes de police. Pour les policiers, ça semblait bien fondé, mais pour tout le monde, ça semblait être une invasion totale. Et Cambridge Analytica, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, c'était vraiment un détournement des concepts en psychologie et des études de la personnalité à des fins d'influence électorale. Responsabilité, on a déjà pu passer dessus. Je vous montre simplement un exemple dans notre contexte canadien. C'était celui du système de paix Phoenix, qui a été un système de paix automatisé du gouvernement fédéral. Après des grandes erreurs de trop perçues ou de pas assez perçues, on a même attribué possiblement un cas de suicide à ce fiasco. Et ici, la question, ça a été encore aujourd'hui de se dire, mais qui est responsable? Et il n'y a pas de réponse claire. Et c'est pourtant ça une entreprise et une initiative du gouvernement fédéral. Donc, je vais passer là-dessus, mais à la fin de ce document, vous trouverez des déclarations et des outils que j'espère vous pourrez voir. Vous avez ici la déclaration de Montréal, mais aussi la déclaration I3E pour ceux qui sont plus intéressés par les aspects techniques. Comment est-ce qu'on peut intégrer des principes éthiques aussi là-dedans? Des documents officiels si vous avez besoin de citations ou de références concrètes. Et des exemples pratiques. Ici, il y a Privacy by Design qui est une documentation et un cadre de pratique canadien
qui a fait vraiment, qui a été diffusée partout dans le monde, et ils ont une version aussi pour l'IA spécifique. Et enfin, vous avez quelques articles. Et si vous voulez être plus dans une démarche pédagogique, je vous engage à regarder AI Blind Spot du MIT, qui est un jeu de cartes pour faire prendre conscience dans une équipe des possibles enjeux et des risques en lien avec l'IA, les biais, la discrimination et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les écrire ou vous pouvez les conserver pour la partie de discussion après? Merci beaucoup, Carl. C'était vraiment intéressant. Alors, on va enchaîner avec la section sur l'équité, la diversité et l'inclusion, donc le DI en intelligence numérique. Donc, pour ce bloc-ci de la présentation, on va voir l'état de la diversité en intelligence numérique. On va voir aussi quelques définitions, l'importance de la diversité en intelligence numérique, aussi la portée transversale. Donc là, j'ai une question à vous poser, mais je ne vois pas le chat du tout. Vraiment, Zoom est contre moi ce matin. Donc, Carl, je ne sais pas si tu peux m'aider, s'il te plaît, Bien pour sûr. les réponses. Et je partage l'écran. C'est mon écran qui est partagé aussi. C'est correct pour toi? C'est mon écran qui est partagé présentement. Non, c'est le mien. Je vais l'arrêter. Je te laisse partager ton écran. OK. Vas-y. Donc, c'est ça. Donc, je vous demanderai la question, en fait. Quel pourcentage, selon vous, de femmes qui travaillent ou qui étudient en intelligence numérique? Alors, on a quelques réponses. On a 15 20 15 35 mais la majorité se range derrière un 20 pour l'instant. OK, donc c'est pas mal une bonne réponse. En fait, merci beaucoup, Alexandre. En fait, en intelligence numérique, on n'a pas de données exactes parce que les recensements se font autour de différents domaines qui touchent l'intelligence numérique. Donc, qu'est-ce qui se rapproche le plus? C'est les données de l'Institut de la statistique du Québec. Dans le dernier recensement pour toutes les travailleuses et travailleurs, tout domaine confondu, on sait qu'il y a 48 de femmes dans la main-d'œuvre. Mais au niveau de tout ce qui est sciences et génie, on tombe à 22 Donc, on est aussi, comme disait Alexandre tantôt, on est autant dans le côté industriel que le côté académique. Donc, par rapport au côté académique, je vais vous donner quelques informations aussi par rapport à tout ce qui est de la place des femmes dans le domaine. Il y a l'Association canadienne des professeurs et des professeurs d'université qui a fait une étude et qui a remarqué qu'il y avait seulement 20,6 de femmes comme professeurs en mathématiques, en informatique, en sciences de l'information. Et la même association, la CPPU, a fait une étude en 2018 qui s'appelle Chaire de recherche Où sont les femmes? Et là, dans cette étude-là, on peut remarquer que plus on monte dans les échelons en carrière, moins il y a de femmes, plus grands sont les écarts. Donc, si on regarde tout domaine confondu, lorsqu'on parle de poste de professeur adjoint ou adjointe, il y a 48 de femmes. Mais lorsqu'on regarde en sciences et génie, on tombe à 28 Puis lorsqu'on monte dans les positions de professeur titulaire, bien, en fait, dans tous les domaines confondus, on est à 27 mais lorsqu'on regarde en sciences et génie, on tombe à 12 Donc, les écarts sont déjà grands, mais sont encore plus grands en intelligence numérique dans les domaines qui s'y rattachent. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler de la diversité, mais vous allez voir qu'on parle souvent de femmes lorsqu'on parle de DI, mais il y a vraiment beaucoup plus que ça. Pourquoi on parle beaucoup de la question des femmes versus hommes dans le domaine? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de recherches qui se penchent là-dessus. Mais il y a toute la question de diversité des genres. Il y a une certaine importance aussi à savoir combien de personnes qui s'identifient LGBTQ2S+, par exemple, autour d'un projet
toute la question de diversité ethnoculturelle. Si on compare avec les États-Unis, ben, aux États-Unis, c'est assez facile pour eux de sortir certaines informations. Par exemple, Google a mentionné que 10% de ses employés en tech étaient des personnes noires. Mais au Canada, au Québec, c'est un petit peu plus difficile d'avoir ce genre d'informations-là. Aussi au niveau de la diversité fonctionnelle, de savoir combien de personnes vivent avec un handicap au niveau sensoriel, au niveau moteur. Donc, il y a différents types de diversité, puis ça va bien au-delà de ça. Toute la question des inégalités sociales, économiques, ça va aussi jouer sur l'atteinte des études supérieures, l'atteinte de certains postes aussi en intelligence numérique. Donc, ça joue beaucoup là-dessus aussi. Si on rentre plus dans certaines définitions, donc lorsqu'on parle de diversité, en fait, c'est vraiment la première étape, la première chose qui est importante de comprendre. La diversité, on parle vraiment de tout ce qui est mode d'expression, expérience de vie. C'est un concept multidimensionnel. Donc, d'un côté, on a la dimension de l'individu, donc de vraiment comprendre c'est quoi le style d'apprentissage d'une personne, par exemple, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son expérience de vie. Puis d'un autre côté, on a la dimension sociale, donc de comprendre qu'est-ce qui nous rattache, c'est quoi les attributs qu'on partage avec d'autres membres de la société. Donc, ça peut passer par l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance à un groupe ethnoculturel. Ça peut même être l'orientation politique. Donc, c'est aussi de voir qu'il y a une dimension visible, mais il y a aussi une dimension invisible. Donc, j'ai mentionné politique, religion, tout ce qui est pensée, perspective, ça aussi, ça fait partie de la beauté de ce qui est la diversité. Donc, la diversité, c'est un premier fait. Il faut la reconnaître et vouloir la valoriser si on veut parler d'inclusion. Souvent, lorsqu'on va parler d'EDI, les personnes vont s'arrêter un petit peu là dans la réflexion. C'est pour ça qu'on va voir des choses un petit peu plus superficielles qui vont se faire. Mais l'important, c'est vraiment d'aller vers des démarches d'inclusion et d'équité aussi. Donc, c'est un premier pas, c'est un fait. Maintenant, l'inclusion, on parle vraiment d'efforts intentionnelle, d'actions concrètes pour faire en sorte que toutes les personnes autour d'un projet, d'une initiative aient la même contribution que les autres autour de la table. Donc ça va vraiment passer par des actions. Puis ça, c'est pas obligé d'être gros, hein. Tantôt, je vous le disais, vraiment, ça peut passer par de petites actions aussi. Si, disons, par exemple, vous êtes dans une rencontre d'équipe, puis il y a des hommes, il y a des femmes, OK, on voit qu'il y a de la diversité, mais si après 1 heure, c'est juste les hommes qui ont parlé autour de la table, bien là, il va y avoir eu de la diversité, mais pas de l'inclusion. Un rôle que vous pouvez vous donner dans ce moment-là, c'est de dire « Ah, on n'a pas entendu le point de vue des femmes, puis là, on est en train de développer un produit, un service. Ce serait intéressant d'avoir une autre perspective pour être sûr qu'on couvre tout. » Puis c'est pas obligé d'être juste les femmes qui mentionnent ça. Si un homme le mentionne autour de la table comme allié, c'est encore mieux parce que vraiment, ça va conscientiser les autres personnes. Donc, on peut vraiment jouer un rôle à ce niveau-là. Puis pour que l'inclusion ait encore plus de portée, c'est de se doter vraiment d'un plan de match au niveau de l'organisation, de vous demander, mais comment je peux inclure les personnes issues de la diversité dans mon milieu, dans mon projet? Maintenant, lorsqu'on parle d'équité, c'est comme une étape en plus. Là, il y a une image à l'écran. Cette image-là, on peut voir d'un côté, d'une façon imagée de représenter l'égalité et de l'autre côté, une façon vraiment imagée de représenter l'équité. C'est une photo quand même assez populaire qui circulait depuis quelques années dans les médias sociaux. Mais dans le fond, du côté de l'égalité, on voit qu'il y a 3 personnes de différentes tailles qui essaient de voir de l'autre côté de la barrière. Et chacune des personnes a un bloc en dessous d'elle. Puis la plus grande personne, elle voyait déjà, mais on voit encore mieux. La personne qui est plus petite, elle voit comme il faut, mais la plus petite personne, elle voit toujours pas. Donc, c'est de vous montrer que
même s'il y a des efforts d'inclusion, si on ne pense pas au fait que les personnes partent du même point de départ, bien, on va mettre en place des choses qui ne vont pas être nécessairement accommodantes pour tout le monde. Alors, c'est pour ça, de l'autre côté de la photo, on voit la question d'équité. Donc, on voit vraiment que les plus petites personnes ont le nombre de blocs suffisant pour voir de l'autre côté de la barrière et la plus grande personne n'a pas besoin de blocs pour voir de l'autre côté de la barrière. Une autre façon imagée de voir ça, je vais vous mettre, vous allez voir dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, dans la diapositive de référence, il y a vraiment des références que je vous ai laissées. Puis une des références, c'est une vidéo. Donc, c'est une course. On peut voir qu'il y a tout le monde est au même point de départ, puis il y a quelqu'un qui dit aux personnes d'avancer, puis on peut voir toute la question de privilège dans cette course-là. Donc, la personne dit toutes les personnes qui ont grandi dans une famille avec 2 parents, vous pouvez avancer. Donc là, on voit, OK, il y a un privilège, la personne avance. Là, il y a un autre privilège, si on demande aux personnes qui a pas dû payer une partie du loyer quand ils étaient adolescents. Donc là, on voit toute la question de privilège. Donc, on voit les longueurs d'avance que certaines personnes peuvent avoir comparées à d'autres personnes. Donc, vraiment, c'est de se doter de cadres de référence, de méthodes de travail. On en a un cadre de référence chez Ivado aussi qu'on vous a mis je vous ai mis dans les liens, dans la dernière diapositive. Dans le cadre de référence chez Ivado, on se concentre autant sur la question de l'attraction, rétention d'une main-d'œuvre diversifiée, de changer nos pratiques institutionnelles, puis de produire des nouveaux savoirs. Donc, si vous voulez vous en inspirer pour vos milieux, vous pourrez l'utiliser aussi. Sinon, je vous ai parlé de quelques définitions, mais je vais étaler ça aussi vers la question de la loi en matière d'équité parce que avec la loi en matière d'équité, on reconnaît qu'il y a certains groupes désignés qui ont vraiment besoin qu'on porte des actions pour être plus en mode inclusion. Mais ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Vraiment, je viens de vous dire, il y a vraiment plusieurs types de diversité, mais c'est un point de départ. C'est toujours intéressant quand on essaie d'amener un point dans l'organisation, on montre une page du gouvernement fédéral à nos gestionnaires. Des fois, ça fait avancer les choses plus facilement. Puis, dans ces catégories-là, j'aimerais apporter certaines nuances, définir certaines choses. Premièrement, il y a la catégorie des femmes. La catégorie des femmes, on peut voir les femmes tant au niveau du sexe qu'au niveau du genre. Donc, tout ce qui est question du sexe, on parle vraiment du côté biologique. Donc, on est sur les hormones, les chromosomes, l'appareil génital. Tandis que le genre, on est vraiment dans la construction sociale qui va déterminer comment on perçoit les gens, puis comment ils se perçoivent, comment on va interpréter le rôle d'une fille, d'une femme, comment on va interpréter le rôle d'un homme, d'un garçon. Et aussi, on a souvent tendance à penser au genre de manière binaire, mais il y a toute une diversité d'identification au niveau du genre à prendre en considération aussi. Par rapport aux personnes autochtones, on parle autant de personnes métisses, inuits, les Premières Nations, et il y a différents types de communautés autochtones. Donc, il y en a différentes. C'est pas, les personnes autochtones, c'est pas un groupe homogène, en fait. Et pour les minorités visibles, c'est le terme qui est utilisé au niveau de la loi en matière d'équité. Mais ce n'est pas un terme qui fait nécessairement le consensus. Donc, même au sein des personnes qui appartiennent à cette catégorie-là, on peut dire, certaines personnes vont vous dire, moi, je suis plus confortable à dire minorité visible, d'autres vont vous dire, moi, je préfère dire personne racisée, puis des fois, ça peut choquer parce qu'on se dit, personne racisée, c'est pas très beau comme terme, et les personnes qui l'utilisent, dont moi, je l'utilise aussi, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a il y a des processus de racialisation qu'on vit, et c'est notre manière de le partager aussi, en disant qu'on
on est des personnes racisées. Il y a d'autres personnes qui vont préférer dire « je suis une personne qui appartient à la diversité ethnoculturelle ». Donc, le gouvernement fédéral, en fait, essaie de trouver une terminologie qui serait mieux que minorité visible depuis quelques années, mais on n'a toujours pas trouvé. Puis, vous allez même voir dans votre entourage, si vous commencez à demander la question, mais toi, tu t'identifies comment? Il y a un manque de consensus. On travaille autour de ça, de ne pas s'arrêter au débat sémantique, mais de savoir qu'il y a différentes réalités qui existent autour de ça. La même chose pour personnes handicapées. De plus en plus, la conversation évolue vers dire personnes en situation de handicap. Comme ça, on met la pression sur l'environnement à changer. Donc, lorsqu'on dit personnes handicapées, il y a certaines personnes qui vont dire, bien, là, on met le problème sur la personne, tandis que quand on dit personne en situation de handicap, on vient vraiment être dans une perspective où on veut déconstruire certaines choses pour rendre les lieux plus accessibles. Donc, c'est intéressant, il y a différentes façons de voir ces termes-là, mais n'oubliez pas de ne pas vous arrêter à ça puis de toujours avancer. Aussi, de penser qu'au-delà des groupes désignés par la loi en matière d'équité, il y a d'autres groupes qui existent, comme je viens de mentionner. Puis, il y a la question de l'intersectionnalité aussi. Donc, l'intersectionnalité, c'est le fait qu'une même personne peut vivre plusieurs types de discrimination en même temps. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la question de l'intersectionnalité, je vous invite à chercher les travaux de Kimberly Crenshaw qui a discuté là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de l'importance de l'EDI. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important l'EDI, mais on va en voir quelques-unes ensemble. Donc, premièrement, il y a toute la question d'excellence en recherche. On le sait, en recherche, c'est très, très, très important, l'excellence. Mais là, il y a quelques mois, j'ai été au Canadian Science Policy Conference et il y avait des chercheuses, des chercheurs, des professeurs qui mentionnaient, bien là, lorsqu'on parle d'excellence, il faut parler d'excellence inclusive. Donc, d'avoir des recherches qui représentent la société en entier. Donc, de vraiment d'aller chercher ces données-là. Donc, je sais qu'il y avait au moins un chercheur ou une chercheuse dans les personnes qui se sont présentées aujourd'hui. Bien, on a ce devoir-là en recherche de vraiment représenter la société pour que ce soit encore plus utile, nos recherches, puis qu'on puisse de plus en plus conscientiser les gens à l'apport de la diversité dans notre société. Puis aussi, toute la question d'innovation. Donc, le plus qu'on va être de personnes différentes autour d'un projet, le plus facile, ça va être d'innover. Le plus facile, ça va être d'avoir des solutions plus robustes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent plus au niveau de l'expérience usagée aujourd'hui, mais ça, c'est important d'avoir des points de vue de différents groupes autour de la table, même ceux qui ne sont pas autour de la table, d'aller les chercher pour faire en sorte qu'on ait une meilleure expérience usagée. Et nécessairement, lorsqu'on fait ça, on devient plus compétitif et aussi le fait d'avoir de l'EDI, d'avoir des pratiques EDI, ça permet de réduire les biais. Donc, là, je vais vous parler de biais inconscients et de biais algorithmiques. Donc, au niveau des biais inconscients, il y a vraiment différents types de biais et tout le monde a des biais. Même moi qui suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion, j'ai des biais aussi. La question d'être sensibilisé à l'EDI ne nous empêche pas d'avoir des biais. Si autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit « ben moi, j'ai pas de biais, je suis bien sensibilisée à la cause », je vous invite à faire passer à la personne et même de le faire vous-même le test d'association implicite de Harvard que je vous ai mis en lien dans la dernière diapositive. Vous allez être étonnés, même moi, j'étais étonnée de voir mes résultats dans ce test-là. Donc, par rapport aux biais inconscients, par rapport au temps, on n'aura pas le temps de toutes les voir ensemble, mais sachez qu'on a
produit un feuillet sur les biais inconscients et recrutement que vous pouvez trouver dans la dernière diapositive. Et là, on vous amène à déconstruire les biais. Je vais vous nommer quelques exemples sans aller dans tous les types de biais, mais un type de biais, c'est la question des stéréotypes, donc de se faire une idée sur, en fait, un groupe de personnes. Donc, quelques questions que le feuillet vous amène à vous poser, c'est est-ce que j'ai tendance à écarter certaines personnes en raison de certaines perceptions ou certaines croyances? Une autre question, c'est est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des attentes différentes pour des personnes immigrantes pour être considérées comme aussi qualifiées que d'autres employés? Il y a un autre type de biais qui sont les prototypes. Donc, on va se faire une idée de la personne idéale avec qui collaborer autour d'un projet. Donc, là, des questions pour déconstruire ça, ce serait de dire, est-ce que j'ai des idées préconçues sur les caractéristiques qui font d'un bon gestionnaire ou bien d'une bonne collaboratrice? Par exemple, est-ce que j'ai tendance à avantage associer des caractéristiques de leadership comme la capacité relationnelle. On sait que les capacités relationnelles, c'est très culturel aussi. Donc, de voir comment vous pouvez déconstruire vos biais inconscients. On a un super outil pour ça. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Sinon, il y a toute la question des biais algorithmiques. Alors, les biais algorithmiques, ça arrive quand il va y avoir l'apprentissage automatique qui va créer certaines discriminations en raison de comment les humains gèrent la machine, en fait. Donc, souvent, on va se dire, bon, ben, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, c'est la solution. On va se fermer les yeux sur certaines choses, mais il faut se rappeler que toute cette intelligence artificielle-là qu'on est en train d'utiliser, de créer, c'est vraiment pour être au service des humains. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe. Si on regarde l'intelligence artificielle, a été critiquée au niveau des biais algorithmiques, au niveau des moteurs de recherche, par exemple. Si moi, je suis en train de chercher quelque chose sur Google, ben, un membre de ma famille en Haïti peut très fort probablement ne pas voir l'information parce que ben, les algorithmes ont été programmés de cette façon-là. Donc, il y a certaines disparités sur qui a accès à certaines informations. Il y a aussi toute la question de la vie privée. Je pense qu'Arl en a parlé rapidement. Il y a aussi la question du profilage racial. Il y a aussi la discrimination à l'embauche. Je pense qu'il y avait une des personnes au début de la séance qui en a parlé avec un des exemples avec Amazon aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que en voulant réduire du temps passé au recrutement, ben, la machine va s'habituer à vraiment voir à créer certains patterns. Si par exemple, on voit que pour certains postes, mais c'est toutes des personnes de l'Université de Montréal qui atteignent certains postes, ben là, la machine va se dire, ben, quand je vois un candidat ou une candidate qui vient d'une autre université, ben, peut-être c'est moins bon. Donc, il va essayer de faire des associations comme ça, tant au niveau du genre, au niveau des langues parlées. Donc, ça va assez loin. Je vous invite à même regarder dans les références que je vous ai mis en lien. Il y a le jeu qui s'appelle Survival of the Best Fit. Et dans ce jeu-là, vous pouvez vraiment voir comment la machine s'habitue à voir certaines choses puis finit par discriminer. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, on a notre Massive Open Online Course, notre MOOC Bias and Discrimination in AI, qui est vraiment intéressant. C'est un cours que vous pouvez suivre à votre rythme et on est en train de le traduire en français. On a vraiment été chercher des personnes de grande renommée pour vous parler des questions de biais et discrimination en intelligence artificielle. Donc, je vous invite vraiment à le consulter pour pouvoir changer vos pratiques. Aussi, je parlais de la transversalité de l'EDI. Il faut faire face à ces biais. Donc, la question, c'est pas s'il y a des biais ou pas. On sait qu'on a une programmation neurologique qui fait en sorte qu'on a des biais, puis on sait qu'on peut avoir certains inconforts. Donc,
Des fois, il peut y avoir des situations qui nous font peur, on a peur de parler, on est trop en colère, on est triste par rapport à une situation, mais c'est une chose d'avoir un sentiment par rapport à une situation, mais après, ça vous appartient d'être un acteur de changement, une actrice de changement par rapport à la situation ou non. Puis ça, vraiment, peu importe votre rôle, que ce soit au niveau de la gouvernance, de se demander des questions comme, ben, c'est qui est autour de mon projet? Est-ce qu'il y a assez de diversité? Je me prononce là-dessus. D'être autour de toute la question de collecte de données. C'est quoi mon réseau? Est-ce que je peux le varier? Est-ce que je peux aller chercher des données intéressantes de différents groupes issus de la diversité? La classification des données aussi. Si je remarque que l'autre personne qui a travaillé avec moi, qui a travaillé sur la collecte de données, me donne certaines données, est-ce que je peux challenger et dire, ben là, on a des données surtout de personnes je sais pas, on n'a pas de données de personnes autochtones, par exemple. Ben là, il faut vraiment challenger un petit peu dans le processus. Au niveau de la mise en application aussi, il n'est jamais trop tard pour faire ces constats-là, même s'il y a eu des étapes avant. Le fait que vous faites le constat dans votre rôle, dans la chaîne de valeur, ça va faire en sorte que on va se questionner de plus en plus. Puis là, ça va devenir un enjeu sur lequel les gens vont être sensibilisés et vont vouloir agir. Aussi, toute la question de l'expérience usagiste, j'en ai parlé à quelques reprises pendant la présentation. Et malgré les efforts que vous faites, d'être toujours prêt à vous réajuster. La question de l'EDI, c'est quelque chose qui évolue à travers le temps. Même moi, je suis toujours en train d'apprendre sur le sujet. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de diversité à aller explorer. Donc, vraiment d'être toujours prêt et prête à vous réajuster. Donc, pour récapituler un petit peu donc, vos outils, donc de reconnaître la diversité, de vouloir valoriser la diversité, de prendre conscience de l'état de la diversité dans vos projets et de vous auto-évaluer, de se former aussi, comme vous le faites aujourd'hui, et même inviter vos collègues à se former aussi. On va offrir cette formation-là, en fait, à chaque session et ça va être quelque chose qui va devenir obligatoire pour les boursiers et les boursières IVADO. Donc, passez le mot pour qu'il y ait encore plus de personnes qui se forment sur le sujet. Il y a aussi toute la question d'intégrer des aspects EDI de manière transversale. Hein. Là, on a toute une partie du casse-tête qu'on peut amener. De se doter aussi d'objectifs quantitatifs, qualitatifs. Donc ça, c'est un côté un peu plus supérieur, mais d'aller rencontrer peut-être vos gestionnaires puis de dire, ben, pourquoi pas se dire, ben, on aimerait ça avoir plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap. Donc, d'aller déterminer des objectifs. Et pour ça, il y a un challenge qui a été lancé. Vous allez voir le lien aussi dans la dernière diapositive sur le défi 50-30. Donc, dans le défi 50-30, on invite les milieux à avoir au moins 50% de femmes et 30% de personnes issues de la diversité. Donc, même si vous ne l'atteignez pas d'un coup, donc de travailler à aller vers ça, ça peut être très intéressant et très bien pour votre organisation aussi. De créer un climat de dialogue sécuritaire. Ça, c'est important parce que si on veut avancer dans les questions d'inclusion, on sait que ça peut être des questions sensibles. Donc, d'être prêt à écouter, d'être ouvert à écouter différentes choses, puis savoir que oui, on va avoir des biais, oui, on va avoir des inconforts, mais qu'on veut avancer ensemble, de créer cet espace-là, puis de se réajuster, comme je disais. Il y a toujours la place à s'améliorer dans la question de l'IE. Donc, j'ai parlé de quelques cadres légaux aussi dans la présentation. J'ai parlé de la loi en matière d'équité en emploi, mais vous avez aussi d'autres documents qui peuvent vous aider. Il y a 14 attributs personnels qui sont motifs de discrimination et d'harcèlement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, par exemple, il y a d'autres enjeux que je n'ai pas mentionnés, comme par exemple la question de la grossesse, les discriminations qui peuvent être vécues autour de ça. Donc, ça, vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Il y a aussi toute la question des engagements des chaires de recherche du Canada. Donc, les chercheuses et chercheurs qui sont là aujourd'hui, les mesures de fonds de recherche du Québec et le défi 50-30 dont je vous parlais.
Il y a toutes les autres références ici. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre écoute. Et là, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter mon partage d'écran pour mieux voir. C'est peut-être un appel à la pause. Super. Ben, s'il n'y a pas de questions, en fait, on va prendre une pause, puis on va se rejoindre à 11h25 pour passer à la portion discussion et réseautage. Avant d'aller à la pause, comme je mentionnais tantôt, on va donner cette formation-là à chaque session maintenant. Donc, je vais vous partager déjà le formulaire d'évaluation parce que je sais des fois, il y a certaines personnes après la pause qui peuvent vouloir quitter. Donc, si jamais vous pouvez juste nous aider avec ça parce que ça va vraiment nous aider à nous perfectionner pour la suite des choses. Donc, je vais vous mettre ça dans le chat. Je vais fermer mon écran de mon côté, puis on se rejoint à 11h25.